Bien, alors, bonjour à tout le monde et merci d'être venu plus nombreux qu'il y a 2 minutes en tout cas, parce qu'on commençait à sérieusement s'inquiéter en se disant que finalement le Nexus ne rassemblait pas les foules, à notre grand désarroi. Mais bon, la salle se remplit, donc on va démarrer tout doucement. On a un timing assez serré, alors on va marcher un petit peu, on va pas courir, mais enfin on va marcher à bonne allure. Donc je ne vais pas trop m'étaler en mots d'introduction. Peut-être déjà commencer par vous présenter la manière dont cette session est articulée. Elle est articulée en 2 parties. Une première qui va se consacrer davantage sur les enjeux de définition, de cadre de réflexion sur cette notion de nexus qui peut être complexe à appréhender. Et dans la deuxième partie, là, on se penchera davantage sur les cas pratiques d'opérationnalisation du nexus. Mais avant de basculer, et puis enfin il y aura une partie aussi questions-réponses, donc vous aurez aussi la parole. Alors peut-être je vais me tourner maintenant vers nos panélistes, nos intervenantes. Nous avons donc Alexia. Alors je vais vous demander peut-être de vous présenter en 1 ou 2 phrases très rapidement. Donc Alexia Stefanelli est secrétaire exécutif pour le CHD, Coordination Humanitaire Développement, donc un collectif d'ONG. Allez. Oui. Écoute, tu as déjà tout dit. Alexia Stefanelli, je suis secrétaire exécutive de la CHD, Coordination Humanitaire et Développement. Nous sommes un collectif de 55 organisations non gouvernementales dont ces organisations sont entièrement sur de l'opérationnalisation terrain. Voilà. Merci Alexia. Ensuite, je vais passer la parole à Amal Abou El Gatouart. Huart. Amal, c'est bien. Oui, c'est plus facile, hein, ça c'est sûr. Amal. Merci Laurent. Donc, Amal, je travaille pour l'organisation Première Urgence Internationale, donc, qui est une ONG humanitaire, essentiellement sur des crises, donc plus sur de l'urgence que sur le développement. Voilà, donc je suis actuellement en charge des médias et des relations presse. Mais avant, j'avais un autre passé plus opérationnel. Voilà, je suis ravie d'être là et merci pour l'invitation. Merci Amal. Ensuite, nous avons donc Catherine Schumperli-Younossian, qui est donc secrétaire générale de la Fédération genevoise de coopération. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravie d'être là pour partager ces réflexions autour du thème du Nexus. Je représente une fédération genevoise de coopération, tel est son nom, qui regroupe 60 organisations actives précisément dans l'aide au développement, la coopération et le développement, et non pas l'aide humanitaire. Et ce sera intéressant de partager avec vous comment on travaille sur le Nexus quand on travaille historiquement, exclusivement dans le domaine du développement. Merci Catherine. Alors aussi intéressant le fait que vous soyez peut-être ici, vous représentiez plus le côté bailleur peut-être aussi. Donc ça c'est aussi tout à fait intéressant d'avoir ce point de vue. Et donc je me tourne vers Emmanuel, donc à toi Emmanuel, donc qui travaille aujourd'hui pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge, mais qui, lorsqu'elle a été contactée, impliquée dans ce panel, était chef de bureau adjointe pour UNOCHA en République démocratique du Congo. Voilà, tu as tout dit. Ouais. Du coup, je ne suis pas secrétaire générale encore, comme c'est dit. Des Nations Unies. Voilà. Votez pour moi, mais je ne sais pas encore pour quelle structure. Donc, je ne parle pas du tout, en fait, au nom de la structure avec laquelle je travaille aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ça n'est pas inscrit. Donc, du coup, on a inscrit autre chose. Et voilà. Et quand j'ai été approchée, comme tu l'as si bien dit, en fait, je vais répéter ce que tu as dit. J'ai été approchée, j'avais déjà fini en fait avec OCHA en RDC, mais j'ai été point focal pour le Nexus pendant 3 ans. Comme adjointe du bureau d'OCHA pour la RDC, et voilà, c'est cette expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Parfait, merci Emmanuel. Donc tout de suite, passons donc à la première partie. Peut-être quelques mots d'introduction pour planter le décor, le Nexus. Alors, sujet complexe qui peut vite paraître fourre-tout, peut-être l'est-il d'ailleurs un peu, ce qui explique peut-être aussi une certaine confusion lorsque l'on aborde ce concept.
Pour certains, le Nexus, c'est rien de nouveau. C'est comme on dit en anglais, an old wine in a new bottle. Une reformulation ou une nouvelle façon de nommer des choses anciennes. Mais pourquoi pas, effectivement, peut-être qu'il y a, au début des années 90, on parlait de urgence, réhabilitation, développement. Au début des années 2010, on parlait de résilience, et puis maintenant, Nexus. Est-ce qu'au fond, on ne parle pas un peu de la même chose? C'est une question, on va voir ce qu'en disent nos panélistes. Pour certains, c'est un buzzword qui peut éventuellement déclencher des financements. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne approche, mais bon, c'est une réalité qu'on peut constater. Alors, le mot nexus, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça vient du latin necto, et qui signifie lien, enchaînement, ou ensemble complexe. Donc, dans le cadre humanitaire, ça fait référence tout de suite, on le voit, à la notion de décloisonnement, l'idée de faire tomber les barrières et travailler d'une manière plus concertée en essayant d'appréhender toute la complexité. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs peut-être dans ce terme nexus, c'est ne pas fuir la complexité, mais au contraire, l'appréhender. Il y a aussi la notion de continuité, donc le lien justement humanitaire-développement, donc ceci dit, une continuité qu'on observe assez peu sur le terrain. En réalité, c'est plus une vision théorique des choses que pratique. Ce qu'on observe le plus souvent, c'est plutôt une contiguïté des interventions où on se retrouve sur des terrains où on a à la fois des enjeux de développement et des besoins humanitaires, et où il faut arriver à appréhender tout ça. Donc le Nexus fait référence à tout ça. Avant de passer la parole, d'où vient ce... Alors il faut savoir déjà que le concept est avant tout un concept onusien. Qui est en fait en lien avec les travaux préparatoires au sommet humanitaire mondial et qui est un aboutissement logique en fait d'une série d'engagements pris par les Nations Unies et que l'on retrouve explicité dans un rapport qui est Shared Humanity et One Humanity, Shared Responsibility. Donc, et tout ça en fait part d'un constat très simple. Alors donc c'est l'idée de travailler as one UN, en travailler tous ensemble, au-delà de nos différences. Alors pourquoi soudain chercher à travailler tous ensemble? On n'était pas bien avant, comme ça, chacun sur notre discipline, dans notre petit coin, sur nos zones géographiques respectives? Manifestement non. Donc ça part d'un constat, c'est qu'en fait on est dans un monde en mutation, que les crises se multiplient, durent, se complexifient, et que les ressources ne vont pas nécessairement en augmentant, en tout cas ne sont rarement à la hauteur des enjeux. Ça c'est un constat aussi. Et donc la nécessité de travailler autrement, de gagner en efficacité, d'être plus cohérent, plus efficace. Donc ça part de ce constat-là. Donc tout ça pose pas mal de questions. Alors le Nexus, est-ce que là je me tourne vers nos panélistes et je leur passe la parole. Le Nexus, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau ou une ressucée de vieux combats ou de vieux défis auxquels se confronte la communauté humanitaire? Comment on fait concrètement? Quels sont les freins, les défis qu'on rencontre? Est-ce qu'il faut des conditions préalables pour faire du Nexus? Alors c'est un peu les questions que je jette comme ça en vrac et je vous passe la parole. Donc on va commencer peut-être par Amal. Merci Laurent. Paul, je vais reprendre un peu les éléments que tu as déjà évoqués. Alors effectivement, le Nexus n'est pas nouveau. Je crois qu'il est aussi vieux que le monde. Et pour parler de temps ou de dates assez marquantes de ce cadre normatif, effectivement, il y en a plusieurs. On va les citer, mais sans rentrer trop dans le détail. Déjà, il y a la Seconde Guerre mondiale et le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et avec effectivement tout le système onusien qui est bâti à partir de là, a pour objectif de reconstruire un monde sur la base de la paix, donc reconstruire un monde durable sur la base de la paix, qui est la condition sine qua non à un développement. Donc il y avait déjà ces mots qui apparaissaient dans le champ de la communauté internationale, comme on l'appelait. Et donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. C'est un cadre normatif qui a évolué, donc le Nexus, ou urgence, réhabilitation, développement, enfin tout le monde en parle, mais tout le monde n'a pas forcément la même définition ou la même manière de l'opérationnaliser, on va dire.
Mais il y a quand même des temps assez marquants qui ont montré l'émergence de différents espaces dans lesquels ce cadre normatif a évolué. Donc on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, le temps de la reconstruction dans la paix. Puis il y a eu les années 90 aussi, où il y a eu un nouvel acteur qui est apparu, qui est le bureau de l'Union européenne ECHO, donc dans le début des années 90, et où là on a une entité institutionnelle qui est en charge de l'action humanitaire à proprement parler, qui se différencie de l'action d'Europaid à l'époque, qui était plus sur des questions de développement. C'est aussi, je crois, 90-92, la création du groupe URD, je crois, il me semble, où il y a eu déjà dans le mandat même de cette structure la question de comment lier l'urgence, la réhabilitation et le développement. Et il y avait donc déjà cette question du continuum ou contiguum que tu as évoqué, Laurent, c'est de savoir est-ce qu'on intervient dans le développement en préparant les crises, en anticipant les crises, à quel moment on passe le relais donc entre urgentistes et développeurs. Et donc du coup, toutes ces questions existentielles, en fait, elles se sont développées aussi avec l'émergence aussi de ces nouveaux acteurs et de ces nouveaux cadres institutionnels qui donnaient de nouveaux moyens pour répondre à la fois aux urgences et au développement. Mais dans le cadre opérationnel, les ONG, finalement, sont celles qui ont le plus rapidement intégré ces notions-là. Il y en a plusieurs qui remontent aussi de très très longtemps. On a parlé de la Croix-Rouge, c'est qui est effectivement le premier exemple, mais il y a Action contre la faim, il y a Oxfam qui, déjà dès le départ, avait institutionnalisé leur double mandat, de répondre à la fois à des urgences et puis d'avoir aussi une politique de réponse à des programmes de développement. Et donc, il y a eu ce double mandat qui a été tout de suite affirmé. Donc voilà, donc il y a ces différents espaces politiques, opérationnels, institutionnels, et on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu une structuration de ce cadre normatif. L'autre temps marquant, tu en as parlé Laurent, c'est le sommet humanitaire d'Istanbul en 2016, c'est le premier. Au niveau de la communauté humanitaire, c'était le premier sommet de l'histoire, et où il a été question effectivement de mettre le Nexus comme une des priorités, parmi toutes les priorités qui avaient été définies à l'époque, c'est d'avoir un espace de travail où les urgentistes et les développeurs auraient un champ pour dialoguer, pour articuler leurs actions, etc. Il était même question de créer un groupe de travail spécifique qui s'appellerait Nexus. Et donc ça s'accompagnait aussi avec la réforme du système des Nations Unies qui, jusqu'alors, avait un schéma assez distinctif entre, d'un côté, la communauté humanitaire coordonnée par OCHA et toute la partie développement avec le PNUD, donc le programme des Nations Unies pour le développement. Et donc là, il était question de revoir aussi le schéma pour avoir une unité de coordination qui inclut les deux dans les différents pays. Donc voilà, et je vais noter une autre date avant de passer la parole, puisqu'on me fait déjà signe que c'est déjà... Tu as encore une minute. Encore une minute. L'autre date marquante, c'est au niveau de la France, qui a écrit sa première stratégie humanitaire en 2018. Donc là, elle est en train d'écrire sa deuxième, donc sur une base pluriannuelle, et où il est question, cette fois, de nexus, donc humanitaire, stabilisation, paix et développement. Donc on ne parle plus de urgence, réhabilitation, développement, mais on parle de stabilisation. Et donc il y a aussi des outils de financement qui sont définis pour cette phase cruciale, surtout dans les conflits armés, où il est question d'arriver à une certaine stabilité politique avant d'envisager les actions de développement. Et donc on verra après dans la deuxième partie à quel point c'est compliqué de passer d'une phase à une autre, mais on voit déjà que dans les termes de définition, on ne parle plus de la même chose, et du coup, c'est fini. Non, okay. Ça met une pression, le panneau, il a son effet direct. Si tu veux dire, allez. Non, ça va, bon. Ah non, c'est insupportable cette musique-là. Bon, merci beaucoup, Amal. Très intéressant, le terme de stabilisation, rien que ça serait un sujet en soi. Donc je vais me tourner vers Alexia maintenant. Donc Alexia, toi par contre tu as 7 minutes parce que je peux faire moins. Avant toute chose, merci pour cette définition du Nexus et de rappel des faits historiques aussi. C'est très important pour tout un chacun de se recontextualiser déjà et de donner une définition claire du Nexus parce que sa raison
est très clair, mais ses contours et ses modalités de mise en œuvre, à ce moment-là, font l'objet d'interprétations différentes en raison même du terme nexus et des acteurs concernés, et des situations, bien entendu, dans lesquelles ces acteurs, aussi bien humanitaires que développeurs, interviennent. En préparant ce débat à la CHD, nous avons convenu qu'il était nécessaire de rappeler que les frontières entre développement et l'humanitaire nous poussent à ne plus réfléchir uniquement en silo, mais bien à penser nos complémentarités. J'avais insisté par la suite sur ce terme complémentarité qui est un des fondements du Nexus également. Pour souligner ce terme, je vais l'illustrer par 2 points particuliers. La proximité sur le terrain est une dimension centrale du Nexus. C'est elle qui est à l'origine justement entre cette articulation aide humanitaire et coopération au développement. Laurent, tu l'as rappelé, mais on constate une multiplication de crises ces dernières années qui ont marqué l'histoire humanitaire. À une époque, nous parlions de génération Haïti, génération Darfour. En 2023, on ne saurait comment qualifier notre génération au vu de la multitude des crises. Il y a quelques semaines, sur ces 6 derniers mois, par exemple, on a été mobilisés quelques semaines en Syrie, puis l'urgence a explosé au Soudan. Comment ne pas citer la Palestine et la situation actuelle? Toutes ces répercussions constantes ont vraiment des gros enjeux sur nos activités, aussi bien pour des organisations de développement que d'humanitaire. Et cette incapacité à définir une crise à cause de cette multiplication est un facteur indéniable de complexité à toutes les échelles. Le deuxième élément que je voudrais souligner est la variabilité et le caractère changeant d'une même crise et donc l'impact sur l'écosystème des territoires d'intervention, bien entendu, des ONG. Cela peut être lié à sa durée. Par exemple, la crise en Afghanistan qui dure depuis plus de 40 ans, elle a traversé différents enjeux, différents moments, différents bouleversements. On peut citer également le Sahel qui connaît ces problématiques similaires. Parfois, la crise persiste, s'enlise et peut devenir une crise longue avec des problématiques qui pourraient plus s'apparenter à des problématiques de développement. Je pense notamment à des camps de réfugiés, de déplacés. Mais alors se pose la question de la présence des ONG humanitaires sur ces contextes un peu plus calmes, disons. Pour plusieurs raisons. Une centrale, celle de l'accès, qui est toujours en lien avec le Nexus. Les programmes permettent d'être en contact avec les populations directement et surtout d'être en capacité de pouvoir intervenir rapidement lorsqu'un choc se présente, se produit à nouveau. L'actualité nous en a fait une criante démonstration à Gaza, par exemple, pour que les unités d'urgence, qu'elles soient médicales ou autres, puissent intervenir dans un délai qu'elles n'auraient pas pu intervenir si elles n'étaient pas déjà présentes sur le territoire. Et donc, les acteurs qui interviennent sur du développement ont vu arriver sur des zones très calmes des acteurs humanitaires. Donc, une articulation aussi bien des acteurs et des activités et au niveau opérationnel est toujours à penser, et c'est à ce moment-là que ça peut être très ardu à mettre en œuvre et à opérationnaliser. À la CHD, pour vous citer un exemple, on organise régulièrement des réunions de concertation géographique sur différentes zones, qu'elles soient en crise ou non. On en a eu pour l'Ukraine à l'entrée de crise, on en a eu récemment au Sahel sur un focus Mali, Niger, Burkina, pour que les acteurs aussi bien humanitaires que développeurs puissent se concerter, se coordonner. On porte en effet bien notre nom de coordination humanitaire et développement, pour qu'elles puissent essayer de mutualiser et de favoriser cet échange entre pairs. Dans un pays qui ne connaît ni conflit ni trouble intérieur, la participation d'acteurs humanitaires au Nexus ne pose apparemment aucun problème de principe. Cependant, c'est dans les situations de conflit que cette mise en œuvre connaît des limites. Il est essentiel que les acteurs humanitaires soient acceptés par tous les acteurs impliqués sur le terrain, aussi bien les autorités locales et nationales, toujours bien sûr dans cette logique d'impartialité, mais c'est à ce moment-là qu'ils pourront promouvoir ce respect du droit international humanitaire et négocier l'accès, donc je reviens au point précédent, aux populations et affectées par les violences et les conflits.
Quand on prend la situation dans le sens inverse, et c'est de moins en moins le cas, hein, une ONG qui travaille sur des projets longs comme la chirurgie ou sur des projets de construction, je termine la fin de ma phrase. Non, vas-y. L'idée n'est pas d'intervenir sur des pays complètement instables à l'origine, hein, sinon aucune action de développement pourrait être possible et encore moins de participation avec les États. C'est une adaptabilité en tout cas nécessaire à faire et on constate que les contextes étant fortement changeants, émaillés de crises, cette situation et ces situations sont de plus complexes à mettre en œuvre pour les ONG. Voilà. Je rends le micro. Très bien. Bien, merci Alexia. Alors à présent, je vais passer la parole à Catherine. Merci beaucoup. Donc on parle beaucoup d'humanitaires et de développeurs. C'est développement et d'humanitaire, deux domaines importants de la solidarité internationale, mais finalement qui travaillent avec des référentiels qui sont très très différents. La coopération au développement, elle vise vraiment à améliorer les conditions des populations bénéficiaires dans le long terme, en changeant, en aidant à changer, à appuyer le changement des sociétés. La notion d'assistentialisme, de charité qui pouvait occuper le milieu de la coopération au développement il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'est une notion qui est complètement oubliée. Elle est périmée dans le milieu. Mais maintenant, est-ce qu'elle ne frappe pas à la porte quand on doit travailler dans le nexus ? Question, hein, on en débattra. L'humanitaire, à l'inverse, on l'a dit, je crois que je suis la seule représentante du monde du développement sur le panel. Donc l'humanitaire, elle travaille effectivement dans des situations de crise, elle assiste les victimes, et puis elle a une mission finalement, elle avait une mission restreinte pour aider les personnes dans des situations de crise. Et puis dans les outils, elle utilise précisément beaucoup le don de matériel, de médicaments, de nourriture. Donc là, on voit qu'on est déjà sur des schémas de fonctionnement qui sont extrêmement différents. Donc comment est-ce qu'on va travailler dans le nexus quand on est une petite ONG? Moi, je représente, donc, comme je l'ai dit, 60 ONG genevoises qui travaillent exclusivement dans le domaine du développement, mais à qui il y a une certaine injonction pour travailler sur le nexus. Donc ces associations se posent tout un certain nombre de questions, et puis c'est à ces questions que je vais essayer de répondre. D'abord, 5 points de réflexion extrêmement rapides autour du nexus. Tout d'abord, le nexus, et ça a déjà été dit, c'est une invitation, c'est même une exigence de certains je représente un micro-bailleur, mais moi-même j'ai des exigences de bailleurs au-dessus de moi, notamment la Direction pour la coopération technique suisse. Donc on nous demande de travailler avec nos ONG pour travailler dans le cadre du nexus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, je crois que ça a aussi été dit, on doit inviter nos associations à travailler de manière plus concertée et coordonnée avec d'autres acteurs de terrain. Ça veut dire qu'on doit être très au clair sur ses capacités d'action, son champ d'activité, précisément pour articuler son travail avec d'autres, en prévoyant différents scénarios. Et puis surtout, travailler dans le cadre du nexus, c'est souvent travailler dans des contextes de crise où il y a un certain nombre de risques, ce qui peut aussi être nouveau, et j'en parlerai dans la deuxième partie de mon intervention pour les associations de développement. Le deuxième point, c'est ces polycrises dont on parle, les crises de conflits, les impacts des changements climatiques sur la réalité des terrains, que ce soit par des inondations ou des sécheresses, et puis aussi l'impact du Covid, on en a encore parlé ce matin. On est encore dans la queue de la comète de gérer l'impact de ce Covid qui a créé une situation de crise. Donc le nexus, évidemment, nos associations plutôt de développement travaillent dans des situations de crise constante où les effets se multiplient. Le nexus, c'est mon troisième point, un nouveau mantra. Hein. On en a parlé tout à l'heure aussi. On parle souvent du nexus, il faut travailler dans le nexus, mais finalement, on opérationnalise assez peu cette notion de nexus, ce qui fait que ça crée un certain nombre de confusions. Je prends les exemples des associations membres de la FGC. Tout d'un coup, elles se disent qu'elles doivent faire le grand écart, qu'elles doivent travailler dans le domaine du développement, qui est notre champ, jusque dans le domaine humanitaire,
elles mettent des actions, des objectifs dans leurs projets par rapport à des thèmes d'humanitaire, par exemple, qu'elles ne maîtrisent pas tellement. Les projets gonflent en financement parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais avec des budgets qui sont quand même limités par projet. Donc, ça crée une certaine confusion. On en est dans ce point de cette confusion. Le 4e point, c'est les défis du Nexus. C'est justement d'arriver à faire collaborer différents intervenants qui, comme je l'ai dit, sont chacun porteurs d'une vision qui est différente, de valeurs qui sont différentes et de compétences techniques spécifiques. Donc là, il faut aussi apprendre à travailler avec l'autre. Il faut aussi arriver, mais ça c'est quelque chose que dans le monde de la solidarité internationale on est assez au fait, travailler, partir des réalités et des besoins de terrain. Ça veut dire être à l'écoute évidemment des partenaires pour pouvoir être le plus efficace et puis répondre le plus aux besoins. Et puis cette notion de nexus, malgré tout, nous oblige à revoir nos pratiques et puis à devoir travailler différemment parce qu'on est justement dans des contextes un peu différents qui sont des contextes de crise. Et puis il y a des risques qui sont liés au nexus, et on en a parlé rapidement, c'est cette notion de nexus et financement. Parce que comme le monde est en crise, on voit quand même qu'il y a un détournement insidieux, j'ai presque envie de dire, des fonds qui étaient précédemment dévolus au développement. Eh bien, c'est un terme, on dit qu'on va mettre plus de flexibilité dans l'attribution des fonds. Et puis il y a les fonds pour l'aide humanitaire, le développement, puis un volet comme ça qui est flexible, mais où on voit bien que compte tenu de la situation dans le monde quand il y a une crise, tout d'un coup ces fonds-là, ils sont effectivement utilisés pour l'humanitaire. Et il y a un risque évidemment de glissement par rapport aux moyens dévolus au changement à long terme dont sont porteurs, comme on dit, les développeurs. Donc dans la deuxième partie, j'introduis déjà ce qui sera ma deuxième partie. Donc dans ma deuxième partie, je vous parlerai en fait de la réalité de nos associations. Comme je l'ai dit, la Fédération genevoise de coopération, elle a un cadre de travail. C'est une fédération qui a été créée en 1966. Elle a des déclarations de principe qui posent le cadre de travail. Et ce cadre de travail, c'est vraiment le développement et l'information et la sensibilisation. Et expressément, dans cette déclaration de principe, on dit on ne travaille pas dans l'humanitaire. Alors évidemment, quand on a un cadre de travail aussi strict, eh bien c'est difficile de se positionner. Et j'expliquerai dans la deuxième partie, dans l'étude de cas, comment est-ce qu'on doit clarifier les concepts de manière à ce que nos 60 associations, les 40 bénévoles qui accompagnent les associations dans la définition du projet, n'aient pas chacun leur propre représentation du nexus, mais vraiment qu'on puisse poser un cadre de référence qui permette à notre collectivité, à notre écosystème de travailler. Parfait. Merci Catherine. Alors, si je peux me permettre, juste avant de passer donc, la parole à Emmanuel sur ces cadres de réflexion et ces définitions, je voudrais juste une toute petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire, Catherine, par rapport aux acteurs de développement qui se retrouvent à parfois devoir répondre à des besoins d'urgence et donc à utiliser des techniques, des outils qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et des fonds de développement qui se retrouvent à être utilisés pour répondre à des urgences. Donc on prend à Pierre pour habiller Paul. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut faire exactement, avec le groupe URD en tant que chargé de recherche, travaillant sur ces questions sur plusieurs terrains, on peut faire exactement le constat inverse. C'est-à-dire que des acteurs humanitaires qui sont pris au piège sur des crises chroniques et finalement apportant une réponse qui n'est pas adaptée parce que tout simplement ne sont pas dotés ni des outils ni des moyens, ni du temps, tout simplement, la vision nécessaire, le temps d'action nécessaire, non, la visibilité financière pour pouvoir s'engager sur du moyen long terme, pour pouvoir s'adresser à des causes profondes. Et du coup, on tourne en rond. Et on se retrouve de manière chronique, régulièrement, on l'a vu en Éthiopie, on le voit de toute façon un peu partout sur les grosses crises. Donc je veux dire, ça marche vraiment dans les deux sens. Donc, bon, je m'arrête là. Je passe la parole à Emmanuel. Donc, voilà, Emmanuel, à toi. Merci beaucoup. Du coup, je ne vais pas revenir sur la... Vous m'entendez bien ? Oui.
Du coup, je ne vais pas revenir sur la définition que toutes mes collègues ont essayé d'apporter. Je vais tout de suite plonger dans ma deuxième partie. Je suis désolée, Laurent. Voilà. Ça fera une transition. Merci beaucoup. Non, pour parler du cas de la RDC. Et c'est vrai que ce problème de définition, donc comme il y a ce problème un petit peu de définition et que chacun arrive avec sa propre définition, le premier travail qu'on a fait, nous, avec l'équipe qui travaillait avec moi autour du Nexus, ça a été de reprendre cette définition et de s'accorder sur la définition, parce que sinon on allait encore débattre de cette définition. On nous demandait d'opérationnaliser le Nexus, ça ce sera la deuxième partie, et donc de s'accorder du coup sur cette définition. On a repris la définition et merci beaucoup à Amal pour avoir refait en fait l'historique, ça c'est très utile. Donc on a repris la définition du IASC, je ne sais pas si vous connaissez tous, Interagency Standing Committee, donc le comité interagence, avec des représentants des agences des Nations Unies, mais aussi des représentants, il y a 3 consortia au niveau global qui représentent les ONG également. Et donc, on a repris cette définition, que je vais redire, d'un objectif commun du Nexus, qui est de réduire les besoins humanitaires, les vulnérabilités et les risques à long terme, tout en s'attaquant aux facteurs et aux causes sous-jacentes de ces crises. Et nous, la manière dont on l'a interprété, c'est d'abord et avant tout, le Nexus, c'est une approche. C'est pas une fin, c'est pas un objectif, c'est pas un projet, c'est pas un label qu'on va mettre dans le titre de son projet pour essayer de mobiliser des financements. Donc c'est une approche qui veut dire qu'on va tous se coordonner ensemble, essayer de travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun, de réduire ses vulnérabilités, ses risques, etc., tout en s'attaquant aux causes profondes. Et c'est comme ça que nous, on l'a interprété. Donc ça s'est construit, la RDC c'est un petit peu particulier, il manque la partie P dans le titre du coup pour aujourd'hui, où nous on l'a articulé autour des 3 piliers, humanitaire, développement, P, avec des représentants, acteurs et actrices de différentes composantes, gouvernement, Nations Unies, ONG internationales, mais surtout ONG nationales, et puis les fameux bailleurs de fonds, si possible des représentants pour chacun des piliers également, mais ça fera partie de la deuxième partie. Voilà. Donc ça a été d'essayer d'organiser ce cadre de travail autour de cette définition commune et pour pouvoir avancer ensemble et enfin passer à l'opérationnalisation. 3 petits points, et à toi. Ce sera pour la suite. Non, mais écoute, très bien. Eh bien, parfait. Alors, comme peut-être pour résumer tout ce qui a été dit, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce qu'on peut retenir peut-être, c'est déjà qu'il y a des nuances dans la manière de comprendre ce concept, dans les définitions, dans la manière de se positionner aussi, notamment sur l'enjeu, la composante paix. Alors, il y en a qui se positionnent sur le double nexus, d'autres acteurs qui appréhendent la totalité du concept dans ces 3 composantes. Mais on voit tout de suite, la composante paix est une composante un peu patate chaude sur les bords, selon les contextes, et parce qu'elle peut avoir des implications politiques, d'une part, mais aussi des implications sécuritaires pour les acteurs, en créant des associations qui peuvent être tout à fait regrettables, malheureuses, et qui peuvent avoir des conséquences tout à fait concrètes pour les acteurs sur le terrain. Et donc, d'où on comprend une certaine prudence, on va dire. Peut-être parfois on peut s'interroger, on l'observe sur certains terrains, des positions un peu dogmatiques et qu'on peut regretter de la part de certains acteurs humanitaires qui partent du principe que, au nom des principes humanitaires, la composante paix est une composante sur laquelle ils ne veulent pas se positionner. Et ça, personnellement, là c'est une opinion tout à fait personnelle que j'exprime, mais sur la base quand même d'une expérience terrain et d'un constat, je crois qu'une telle approche qui consiste à tirer des lignes rouges de manière un petit peu radicale, en fait, tue la réflexion concrètement et évite finalement de donner une chance aux acteurs sur le terrain de peut-être explorer
déjà, analyser la situation et explorer éventuellement des solutions sur lesquelles ils pourraient intervenir et faire la différence sur des enjeux de paix. Alors peut-être pas la paix avec un grand P, qui peut éventuellement avoir une composante sécuritaire avec des forces internationales de sécurité, mais sur des enjeux de paix avec un petit P, donc plus de cohésion sociale, de prévention, de règlement des conflits, et où là, des acteurs humanitaires peuvent être idéalement placés pour intervenir, sans néanmoins s'associer à des choses plus politiques et plus, entre guillemets, compromettantes. Et je l'ai constaté, je pourrais vous donner des exemples concrets. Ma collègue, oui, elle est là, Aline, qui donc est très impliquée sur un projet qui s'appelle le projet Nexus O, sur un pays très compliqué, le Burkina Faso. Eh bien, voilà un exemple très intéressant d'une approche Nexus sur une zone conflictuelle où des acteurs de cultures radicalement différentes, qui ont eu beaucoup de mal d'ailleurs à se comprendre, des acteurs de développement, un urgentiste, un acteur institutionnel, ont quand même réussi à intervenir sur des zones à risque. Et la composante, justement, paix avait été un peu, parce que, justement, considérée comme une patate chaude mise de côté. Or, il s'est avéré qu'ils pouvaient vraiment faire la différence, surtout sur des enjeux d'eau, sur des zones où vous avez déjà des populations qui manquent de la ressource et sur lesquelles vient s'amasser une quantité innombrable de personnes supplémentaires venant à augmenter encore plus la pression et augmenter les tensions au sein des populations. Donc ne pas appréhender cette composante dans un exemple comme ça, c'est irresponsable. Et ça n'a pas d'implication politique, mais une vraie implication en termes de responsabilité en tant qu'acteur sur le terrain qui se propose d'intervenir auprès de populations. Donc voilà, je m'arrête là. Mais tout ça pour dire que la composante paix est un sujet complexe en soi dans le Nexus. Je vais passer la parole donc à restituer la parole à nos intervenantes maintenant sur des aspects pratiques. Donc, défis, opportunités, leçons apprises, on vous écoute. Alors, c'est à toi, Amal. Merci. Moi, je parlerai des défis de l'opérationnalisation du Nexus. Et on voit que, en fait, c'est compliqué. À partir du moment où la machine commence à se gripper, notamment sur des aspects politiques. Je repartirai du point qu'a souligné Catherine, qui est le référentiel qui est différent. L'humanitaire est là pour faire en sorte de protéger des populations, qu'elles soient victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles, à se protéger des risques, de se mettre à l'abri immédiatement, d'accéder à des services essentiels, vitaux. Tandis que la pratique de développement consiste, je reprends les termes qui ont été employés, donc d'appuyer les changements de société. Emmanuel parlait aussi de s'attaquer aux facteurs sous-jacents des crises. Donc on est vraiment dans un référentiel effectivement différent. Et dans l'opérationnalisation, l'humanitaire a un cadre de référence, donc qui est le droit humanitaire international, qui met en avant aussi l'exception humanitaire, quel que soit le contexte politique dans lequel les ONG interviennent. Intervenir en Corée du Nord, c'est demander une exemption sur les sanctions, comme on peut le faire en Syrie, au Venezuela, dans tous ces régimes de sanctions, ce que une politique de développement ne pourra pas avoir comme cadre de référence. Il y a donc cet élément qui est quand même fondamental. Et sur la question politique, il y a aussi le changement de pouvoir dans certains pays qui va complètement gripper aussi la machine. On l'a vu en Afghanistan quand il y a eu le changement de pouvoir, et donc l'émirat islamique d'Afghanistan prend le pouvoir. Et jusqu'alors, l'Afghanistan pouvait compter sur l'aide internationale pour financer son système de santé. Du jour au lendemain, avec ce changement de pouvoir, il y a eu juste un gel des financements. Et donc, le système de santé revenait aux autorités des Nations Unies et aux ONG qui mettaient en place les actions sur place. Et donc, l'action de développement, en soi, elle n'était plus possible parce que la coopération diplomatique a été rompue. Donc c'est compliqué de travailler sur des politiques publiques dans ces cas-là. C'est la même chose pour la Birmanie. Quand la junte a repris le pouvoir, on nous a demandé, puisqu'on avait des actions en Birmanie de formation sur les questions de santé auprès du personnel soignant du ministère de la Santé, on nous a demandé d'arrêter tout ce qui était renforcement des capacités étatiques, mais plutôt d'aller vers une aide directe à la population. Donc on sent qu'il y a quand même, sur la partie politique, quelque chose de compliqué. Le deuxième élément fondamental, c'est aussi le caractère chronique des crises et durable. Pierre Micheletti en a parlé ce matin.
On est sur dans des enjeux où certains conflits durent des décennies, ou voire sur certaines catastrophes naturelles qui prennent un caractère chronique. Et donc on voit bien que même dans la manière de déployer une aide humanitaire, on voit qu'on rallonge en fait les temps d'intervention. Parfois même les crises s'imbriquent elles-mêmes, donc on a une crise dans la crise, pour pas, on a cité le Yémen ce matin avec Pierre, mais moi je parlerai du Liban aussi, hein, qui a des problématiques assez profondes liées à des conflits, mais aussi à des aspects structurels très profonds, avec des chocs aussi qu'on a vu avec l'explosion, avec la Covid, toutes ces crises imbriquées font que ça devient un terrain humanitaire assez complexe et où il est difficile en fait d'enclencher la phase développement. Et puis ensuite, il y a un troisième aspect qui est important, c'est la manière d'articuler les sources de financement. J'ai parlé tout à l'heure de ECHO, qui a été créé. On a d'un côté le guichet humanitaire, de l'autre le guichet de développement. Et on voit bien que dans certains pays, dans certains contextes, il est difficile d'articuler les deux sources de financement. Pour prendre l'exemple de l'Ukraine, on était avant le 24 février 2022 sur une problématique à l'Est, dans le Donbass, et donc qui concernait 5 millions de personnes qui étaient dans une situation humanitaire critique, là où le reste de l'Ukraine était plus sur une logique de développement, de réforme de son système de santé. Et donc ECHO était plutôt à l'Est, avec lequel on travaillait, et quand il s'agissait de faire l'autre période où on commençait à être dans une partie de stabilisation, justement, on posait la question à nos bailleurs en disant qui prend le relais? Est-ce que c'est Europed? Est-ce que c'est la politique de voisinage? Est-ce que c'est une autre entité? La réponse était en fait, Europed est plutôt à l'ouest sur des questions d'éducation, et donc ils n'étaient pas du tout sur les mêmes agendas. Donc on voit bien que c'est compliqué dans l'architecture même du financement de l'aide d'assurer en fait ce différent phasage. Il y a plusieurs aspects et plusieurs exemples, et je finirai peut-être par l'exemple de l'Irak, où on voit bien aussi que les problématiques humanitaires, elles sont toujours là, mais que politiquement, en fait, on considère que c'est de la post-crise et que ça relève plus de la reconstruction maintenant, puisque le régime de politique s'est stabilisé. Et donc, il y a aussi la grille de lecture politique qui conditionne aussi la manière dont on va intervenir, et on voit bien que nous, nos sources de financement en Irak, elles diminuent parce que c'est plus considéré comme une crise humanitaire, mais que derrière, les financements pour la partie développement n'est pas là. Parce qu'on attend à ce que l'Irak déploie ses propres ressources financières et que donc engage aussi un système de réforme et qu'on conditionne justement l'aide au développement. Donc voilà, donc ça c'est quelques exemples d'illustrations, mais on pourra peut-être en revenir dessus sur les questions, sans être trop longue là-dessus. Non, tu as été une concision absolument admirable. Et tu as dit beaucoup de choses très importantes, notamment sur l'articulation bailleur-urgence-développement. C'est un vrai défi, ça on le constate en permanence. Et j'ai une mauvaise nouvelle, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2016. Donc, très bien, je vais donc passer maintenant la parole à Alexia, qui va peut-être plus nous parler notamment de la mise en œuvre du Nexus par des organisations locales, pouvoirs publics, et dans un contexte justement de désengagement des bailleurs. Ça, c'est très intéressant. À toi, Alexia. Je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions à apporter. Je suis comme vous. C'est bien dommage. Je vais essayer. Je pense qu'au quotidien, nous essayons tous d'avoir une certaine facilité d'accès, de flexibilité, d'agilité. 2 points de réflexion que je voudrais vous partager, que je rattache au Nexus. Le premier axe, c'est l'initiative. On en a parlé ce matin, le droit d'initiative, dont la CHD est une fervente défenseuse, qui vise à faire reconnaître que la liberté des OSC constitue un levier, notamment pour solliciter et susciter de l'innovation et plein d'autres choses. C'est un concept génial que je vous encourage, aussi bien au niveau de vos organisations qu'au niveau des pouvoirs publics, à vraiment pousser. Donc nous, on le pousse à plusieurs strates, au niveau de nos partenaires, tout aussi bien qu'au niveau des pouvoirs publics et du ministère. Je pense que nous partageons tous cette vision, que ce n'est pas l'initiative des ONG, c'est celle des familles, des populations, qu'en tant qu'organisation, on répond et on essaie d'accompagner.
ceci ne peut pas se faire seul, hein. Nous avons besoin de coopération et d'échange. Je vais reprendre les propos de mes collègues, mais il faut que les bailleurs de fonds, et dans notre cas, et les pouvoirs publics de façon plus générale, nous entendent sur ces questions et soutiennent ces initiatives pour faire valoir aussi l'expertise des ONG. Les ONG travaillent dans des pays, ça a été dit bien entendu, où l'État est fragilisé. Pour citer la situation au Sahel et la décision d'arrêt des financements de l'APD, l'aide publique au développement, au Niger et au Burkina, alors même qu'une organisation souhaite s'adapter à ces contextes et à ces nouveaux territoires, enfin à ces territoires et à ces nouveaux défis, on retire les moyens issus des fonds publics. Donc encore une fois, les ONG, donc qu'elles soient humanitaires ou développeuses, hein, puisque nous représentons les deux et on parle de Nexus, doivent vraiment faire preuve d'adaptabilité et se tourner donc vers des fonds privés pour pouvoir continuer à conduire ces actions. Donc c'est une réelle complexité, notamment pour des organisations de développement, de devoir autant s'adapter et surtout pour des ONG qui interviennent dans des pays reconnus comme tranquilles, d'avoir ces enjeux qui viennent s'y rajouter. La question de la complémentarité entre organisations distinctes se pose toujours, hein, dans la première partie comme dans cette partie-là. Pour continuer avec l'exemple du Burkina Faso, certaines ONG, il y avait des programmes Nexus Humanitaire Développement. Et avec ce retrait des financements, le Nexus qui était censé accompagner les organisations de l'urgence à la reprise d'activités génératrices de revenus est complètement interrompu. Donc la complexité, c'est donc de toujours se battre pour l'accès en recherchant une certaine efficacité et une redevabilité, bien entendu, sans oublier envers les populations, avec des risques non seulement sur le terrain, mais aussi de désengagement des financements publics. Me vient ensuite la notion de partenariat, qui est une notion essentielle, hein, c'est l'essence même de l'accompagnement des acteurs. Le partenariat va plus loin que simplement accompagner les projets terrain. C'est de l'échange de pair à pair avec des corps de métier. Pour citer quelques organisations, l'IECD fait cela, aller chercher des compétences métiers ici et les remettre ailleurs. Apiflordev en apiculture. Cette notion de partenariat est d'autant dans l'échange nord-sud que sud-nord que sud-sud. C'est vraiment la volonté que les acteurs s'enrichissent mutuellement. La dernière notion, je pourrais en citer bien d'autres, hein, mais je vais m'arrêter là, le temps passe. Non, tu as le temps, vas-y. Et celle de la durée, qui peut être spécifique au développement, mais à l'origine, mais qui concerne aussi l'humanitaire. En effet, le partenariat doit être capable de durer, car le développement prend du temps, ce n'est pas linéaire, hein. Je pense que dans les solutions, la question des sociétés civiles, nationales et locales est essentielle. Il faut partager le pouvoir, les ressources et les décisions. Je pense que là, humanitaires et développeurs, nous avons encore un gros travail à faire, beaucoup à apprendre, et surtout dans la caractéristique que de plus en plus d'ONG qui étaient avant sur des questions humanitaires ou sur des questions de développement, maintenant conjuguent les deux actions et sur le terrain et font aussi bien de l'humanitaire que du développement. Donc se pose aussi la question de Nexus à l'intérieur même d'une organisation. Peut-être que vous avez le même sentiment que moi, hein. Nous sommes des acteurs d'ONG, et que quand les ONG sont attaquées ou dans des situations difficiles, nous devons d'être solidaires. C'est un des aspects du Nexus dont on ne parle pas forcément. On parle beaucoup des aspects opérationnels, mais il y a aussi ce sentiment que nous représentons la solidarité internationale et nous devons de porter une voix collective. Quand au Mali, les ONG sont perçues avec une certaine coloration, ou qu'il y a des campagnes de presse en Jordanie à l'encontre des ONG, nous avons tous envie d'être solidaires, peu importe notre ONG, hein. Nous savons qu'il y a un risque si aujourd'hui une organisation est menacée, notre organisation peut être menacée le lendemain. Et le travail réalisé par une organisation est finalement corrélé à un développement local qui implique bien plus d'acteurs, comme le présente le Nexus. Et la mutualisation des ressources, participer à des actions collectives, est aussi une voie pour s'engager. C'est ce que nous faisons au quotidien à la CHD. Notre force est de réunir des organisations aussi bien humanitaires et de développement de toute taille, qui portent des voix et un positionnement différents, mais dont le fondement reste l'action terrain et l'opérationnalisation que nous soutenons.
Mon dernier point, on parle de Nexus, c'est des concepts très théoriques qui ont une complexité à mettre en œuvre aussi, mais ne pas oublier que nous travaillons pour des êtres humains. La priorité est de répondre à des besoins et à leur initiative en termes de développement. On peut en rigoler, mais c'est toujours la notion à laquelle il faut se rapprocher. Et la CHD essaie, aussi bien que d'autres, de porter un plaidoyer qui parte toujours du besoin des populations, des propositions, des chiffres qui permettent d'agir dans ce sens. Il faut relayer l'action terrain, non seulement, pas uniquement liée au financement, bien que ce soit un enjeu crucial, mais aussi sur les modalités de partenariat et d'initiative des ONG. C'est bon pour moi. Parfait, merci Alexia. Très bien, alors Emmanuel, tu vas donc continuer peut-être développer davantage sur son expérience en RDC. Tu es très riche justement sur un contexte extrêmement compliqué. Exactement, et je vais essayer de rentrer dans le concret en fait, parce que l'objectif c'était d'essayer d'opérationnaliser cette approche Nexus, donc ce que ça veut dire concrètement au niveau local. Donc je veux aussi d'abord marquer en introduction de ce qui va suivre, c'est que ça a commencé avant que je n'arrive et ça continue encore après sur cette approche. Moi, je n'étais qu'une facilitatrice pendant un temps déterminé. Ça a commencé surtout, c'est old wines in new bottles, mais ça a commencé surtout après le sommet d'Istanbul. Le secrétaire général des Nations Unies a dit en 2018 que, entre autres pays, la RDC serait un des pays prioritaires pour essayer d'opérationnaliser, j'insiste sur ce mot, cette fameuse approche Nexus. Ce qui fait que ça a été un petit coup de boost en général quand le secrétaire général des Nations Unies dit quelque chose, il y a un petit peu de soutien qui arrive derrière, donc il y a eu un petit coup de boost. Et notamment, le coup de boost a été, et c'était bien avant que je n'arrive, parce que moi je suis arrivée en juin 2020, l'OCDE qui a permis de faciliter un atelier dans le pays qui regroupait ces différents acteurs et actrices que je vous disais avant, donc ONG locales, internationales, les autorités, les bailleurs de fonds, les agences des Nations Unies, pour définir ce qu'on appelle les résultats collectifs. Je ne sais pas si vous en avez, on a dû en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de définir des résultats collectifs, ces fameux objectifs avec ces indicateurs, ceux vers lesquels on va tous essayer de tendre pendant un certain temps donné. Donc là, c'était 3 à 5 ans. On en a défini 4 à l'échelle de la RDC. Donc moi, je vous parle aussi d'une approche vraiment pays. Il y en avait un sur les déplacements forcés. Vous savez qu'il y a quand même énormément de déplacements de population, 6 millions de personnes à peu près, qui sont déplacées internes. Un sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition, un sur les violences basées sur le genre, et un dernier sur l'accès aux services de base. Suite à ça, je refais un petit peu l'historique. Il y a eu la période de Covid-19. C'est important de la noter parce que ça a impacté beaucoup de pays dans la manière dont on travaillait, on procédait. Nous, ce que ça a impacté par rapport à cette approche Nexus, c'est qu'il y avait une personne qui était dédiée à ça, une Nexus Advisor, donc une conseillère Nexus, qui n'est plus jamais revenue. Enfin, elle est partie ailleurs, on va dire. Mais voilà, mais du coup, il n'y avait plus personne pour porter ça. Et moi, je suis arrivée et on m'a dit, voilà, faut relancer ça. Mais du coup, ce n'était pas la seule à ne pas être revenue non plus. Donc, mon travail, ça a été beaucoup de redynamiser aussi. Elle travaillait avec un tout petit groupe de 5 personnes. Et donc, ça a été de redynamiser une équipe. Parce que ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul. Et c'est là qu'on a justement travaillé à notre définition et notre groupe. Donc, on a créé ce qu'on appelait de manière très fancy la Nexus Core Team. Voilà, donc l'équipe Nexus au niveau pays. Et on voulait
idéalement, ça devait être, et c'est toujours dans les termes de référence de cette Nexus Core Team, donc que ce soit sous l'égide du Premier ministre, avec aussi le coordinateur résident, coordinateur humanitaire, qui lui-même incarne le Nexus, donc sous leur présidence, avoir des représentants des 3 piliers pour les bailleurs, donc un bailleur qui financerait de la paix, du développement de l'humanitaire, des ONG internationales de la paix, du développement de l'humanitaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, autant vous dire, je dois vous parler aussi des challenges. C'est un des plus gros challenges. Au bout de 3 ans, on n'a toujours pas fini de compléter cette équipe. Qui d'ailleurs, à cause du turnover, n'a jamais... il y a même des gens qui sont partis en cours de route, etc. Mais c'est pas grave, on s'est quand même dit qu'on allait avancer et qu'on allait essayer d'opérationnaliser cette approche Nexus. Donc, je pensais pas m'entendre dire ça un jour, mais grâce à la mission intégrée des Nations Unies, on a pu développer des ateliers au niveau de 2 provinces qui avaient été désignées comme provinces pilotes. Une qui est située au centre, 2 provinces qui sont situées au centre du pays. Pour ceux qui connaissent peut-être la géographie, donc c'est le Kasaï central et le Kasaï, et une autre, le Tanganyika. Et l'idée, donc, ça a été pendant 2 jours en fait, de rassembler à peu près 70 acteurs dans les 2 cas. Pour justement définir ensemble, faire une cartographie d'abord de qui fait quoi où, tout bêtement. Nous, on fait ça au niveau humanitaire, je le savais, parce qu'à OCHA, ça faisait partie des choses que je devais suivre. Le qui fait quoi où, on le fait régulièrement. Les acteurs de développement, ils ne le font pas, les acteurs de la paix non plus. Mais aussi, ça nous a permis d'essayer d'identifier les acteurs de développement et les acteurs de la paix, parce que parfois, on ne sait pas qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils font. Et puis d'essayer de définir les zones de convergence, là où on voyait les besoins humanitaires les plus criants, là où étaient actifs les principaux acteurs, et de déterminer un mécanisme de coordination, donc ce qui s'est bien fait au niveau provincial, et j'insiste sur ce niveau-là, c'est-à-dire que nous, autant on a vraiment galéré au niveau national pour mettre en place notre Nexus Core Team. Autant au niveau provincial, ça s'est bien fait, avec une grande implication au niveau des autorités provinciales pour mener à bien ce Nexus. Mais un des premiers challenges, c'était que ça a été difficile en fait de faire aboutir concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une fois que ces gens ils se retrouvent autour de la table, qu'il y a ces 4 résultats collectifs qu'il faut faire avancer, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a eu vraiment du mal à le faire aboutir. On a eu du mal à le faire aboutir, et là je vais rentrer dans quelques challenges. D'abord, faut comprendre que le Nexus, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de définitions, beaucoup de discussions au niveau global. Il y a un guide du fameux YASC dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les résultats collectifs, mais après, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a pas de recette. Comment va-t-on mettre ça en œuvre? C'est à nous de tout inventer. Et donc, on invente au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Et c'était du coup un petit peu compliqué. Ensuite, il s'agit aussi de faire énormément de plaidoyer à l'intérieur de chacune de nos organisations, chacun de nos piliers, chacune de nos constituantes, pour justement faire comprendre cette définition du Nexus, s'assurer que les plans stratégiques de chacune des organisations sont alignés ou prennent en compte les résultats collectifs. Non, je ne vais pas finir en 1 minute. Hein. Là, je suis désolée. Je ne vais pas y arriver. Mais et voilà, et donc c'était au niveau du leadership, donc je vous ai déjà parlé d'essayer d'impliquer au niveau ministériel, ça a été compliqué, mais aussi au niveau de la direction de chacune des organisations qui étaient d'essayer justement de les faire adhérer et d'essayer pas de les faire adhérer en tant que personne uniquement, mais de faire adhérer toute leur manière de concevoir les programmes aussi derrière, de prendre en compte ces différents résultats collectifs.
Et puis, on n'avait pas de ressources humaines dédiées. Je vous ai dit, il y avait une ressource humaine dédiée avant le Covid, elle est partie. Et ensuite, ça a été sur le temps de chacun d'entre nous. Et je n'étais pas seule. D'ailleurs, je tiens à dire que j'avais un petit groupe avec un bailleur et un représentant des ONG internationales qui, heureusement, étaient là pour essayer de faire avancer les choses et les pousser un petit peu plus en avant. Ce que j'en retiens aujourd'hui, cette difficulté de faire atterrir, et ça a été quelque chose qu'on a essayé d'initier déjà depuis le début de l'année 2023. On n'a pas voulu couper les efforts qui étaient dans les Kasaï et dans le Tanganyika. On a essayé davantage de recentrer en fait les ambitions des uns et des autres, les faire zoomer davantage sur quelque chose de concret, plutôt que de se rencontrer et de ne pas réussir à se mettre d'accord, d'essayer de faire avancer sur au moins un sujet. Donc dans les Kasaï, ça a été vraiment d'essayer de les pousser à réfléchir ensemble sur justement les causes profondes et sous-jacentes de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire. Dans le Tanganyika, ça a été d'initier aussi une conversation autour des déplacements de population et des retours pour lesquels, en général, on n'avait pas suffisamment de plans, voilà, à cause de la situation assez complexe de la RDC. Je sens qu'on a fait 2 fois qu'on me dit que c'est fini. Voilà, donc l'idée c'était d'essayer de travailler davantage sur du concret, mais encore une fois avec toute cette complication de toujours s'assurer qu'on est suffisamment inclusif, d'avoir tous les acteurs autour de la table. Et certainement un des acteurs qui manquait de manière assez cruciale, ça a été d'engager davantage encore avec les communautés elles-mêmes, comme tu le disais. C'est quelque chose sur lequel on réfléchissait sans arrêt et voilà. Encore, ça reste à faire. Voilà. Merci Manuel. De toute façon, on comprend très bien que je trouve que ton témoignage, enfin, ce que tu as partagé avec nous est hyper important et fait ressortir toute la complexité déjà de travailler dans ces contextes. Et puis, il y a une chose que tu as dit parmi les multiples choses les points que tu as soulevés, le turnover, ne serait-ce que ça. Ça, c'est un défi constant pour les acteurs de l'aide et qui, à chaque fois qu'on fait 2 pas en avant, souvent on en fait 2 ou 3 en arrière, ou ne serait-ce qu'un. On a un mal fou à avancer, à progresser et à construire au fil des années en dépit des efforts et des énergies qui sont mobilisées parce qu'il y a ce turnover, on a des gaps. Et ça, ne serait-ce que rien que ça, ce seul défi déjà à lui-même a un coût, un impact terrible. Et si tu me permets, je prends encore 1 minute. On n'est pas trop mal. J'ai pas pris trop au début. Pas uniquement le turnover, mais c'est qu'en fait, sur la coordination même, nous, et là du coup, Catherine, c'est certainement différent. En tout cas, pour les acteurs humanitaires, on a tout un système de coordination qui existe en fait dans le pays. Ça a mis du temps à se développer. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Et donc d'avoir un référentiel. On n'a pas trouvé le même en fait, référentiel pour les acteurs de développement et les acteurs de la paix. Et du coup, c'était très difficile d'identifier qui ils étaient. Et quand on parle à un, on n'est pas certain en fait que ce soit le représentant ou qu'il va passer le mot à d'autres, ce qui fait que ça multiplie le nombre d'acteurs aussi en face de nous. Voilà. Très bien, enfin si je puis dire. Et je vais passer la parole à Catherine. Donc là, c'est intéressant aussi d'avoir plutôt justement le point de vue côté bailleur, leçons apprises, les défis, les opportunités qu'offre le Nexus. Merci beaucoup. Donc, on s'était quitté. Je vous disais que la Fédération genevoise de coopération avait une déclaration de principe de 2003. Bon. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la coopération internationale. Et puis, chez nous, il y a 2 événements qui nous ont obligés à bouger les lignes. C'est d'une part le Covid, je vous l'expliquerai, et puis c'est d'autre part la détérioration aussi des conditions de sécurité dans certains pays qui étaient plus tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'une fédération comme la nôtre peut faire pour accompagner en fait nos associations à s'adapter
à la nouvelle réalité du monde, aux nouvelles réalités de terrain, et puis opérationnaliser, comme on l'a dit à maintes reprises, ce fameux nexus. Ça, c'est vraiment le point central de réflexion au niveau de la Fédération genevoise de coopération. Donc, l'exemple du Covid a été pour nous, et je crois, enfin, pour le monde entier et tous les acteurs de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, un élément central, simultanément partagé, où tous les plans qu'on avait pu faire, on a dû s'adapter. Donc, ça a été un événement fondateur pour la FGC de savoir comment est-ce qu'on va accompagner nos associations pour leur permettre finalement, et c'est les deux mots-clés de la deuxième partie sur lesquels j'aimerais réfléchir avec vous, c'est comment donner de la flexibilité, de l'autonomie, tout en ayant un cadre clair de travail pour que chacun ne fasse pas ce qu'il a envie de faire ou pour répondre de manière un peu anarchique aux besoins infinis du terrain. Donc la première chose, là je prends l'exemple de comment on a réagi par rapport au Covid. Extrêmement rapidement, le 23 mars, on a senti que nos associations, donc le confinement c'était le 16 mars, si mes souvenirs sont bons, le 13 ou le 16 mars. Donc, en une semaine, toutes les associations nous avaient contactés pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut qu'on achète du gel, il faut qu'on mette des masques, etc. Donc, nos projets, nos objectifs, on n'arrivera pas à les atteindre. Etc. Alors, très vite, le 23 mars, on leur a écrit une lettre en leur disant, articulée sur quatre thèmes. D'abord, on les a rassurés. On leur a dit, mais effectivement, le monde entier est confronté à ce problème, donc nous, on va vous accompagner. Si vous n'arrivez pas à atteindre tous vos objectifs, on va travailler avec vous pour quand même garder le cap. Donc d'abord, première chose, c'est les rassurer. On leur a quand même rappelé, et ça, vu l'effervescence de l'urgence et la complexité de la situation, on leur a quand même rappelé qu'ils avaient un cadre de financement pour leur projet. On leur avait donné tant pour atteindre tels objectifs. Donc, on pourrait effectivement faire preuve d'une certaine flexibilité, mais en fait, on les a aidés à garder le cap. Et puis, le troisième point, on leur a dit, mais écoutez, vous avez des objectifs, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs forcément comme vous aviez imaginé de le faire, mais vous devez garder vos objectifs et puis faire preuve de créativité et d'innovation, mais gardez vos objectifs. En gros, et je schématise de manière grotesque, en gros, ne passez pas tous vos fonds pour acheter du gel alcoolique. Restez quand même fixés dans vos objectifs, mais adaptez-les. Et puis surtout, soyez transparents avec nous. Et franchement, quand on a écrit cette lettre, qu'on a traduit aussi en anglais et en espagnol pour les partenaires terrain, on n'avait pas du tout mesuré à quel point ça aurait un facteur rassurant et structurant pour la suite des opérations. Parce qu'au moins, ils savaient qu'ils pouvaient prendre une toute petite partie pour répondre à la situation d'urgence sanitaire, mais que nous, on les attendait quand même sur des objectifs. Et en fait, il y a eu beaucoup de créativité, par exemple, dans la manière de gérer les projets. Eh bien, en matière d'éducation, ils ont fait appel évidemment, c'était pas de l'école à distance avec des ordinateurs, mais il y a eu énormément de projets qui ont passé par les radios communautaires. Les projets de santé ont tout de suite intégré aussi ce volet sanitaire. Les projets d'agroécologie ont été, quand il y avait au sein de certaines communautés qui n'étaient pas forcément, ou certains paysans qui vraiment réfléchissaient plutôt à amener à leur production sur les marchés des villes, tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à exporter leur marché, et puis de réfléchir dans un périmètre plus local, ça avait aussi du sens. Donc en fait, on a comme ça accompagné nos associations en disant gardez le cap, adaptez-vous, mais gardez le cap. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'importance de faire confiance, de donner de la flexibilité et de l'autonomie, mais de définir le cadre de travail dans lequel elles peuvent travailler. Et évidemment, nous aussi, nous qui étions quand même assez rigides dans notre manière de procéder, ça nous a obligés d'être
précisément plus flexible. Et puis on a demandé par contre que tous les aménagements des objectifs ou des modifications budgétaires nous soient remontés. On gère environ 170 projets et on a dû traiter environ 300 mails, 300 demandes qui nous expliquaient en fait comment et pourquoi ils allaient changer les choses. Donc ça a demandé un surplus de travail, mais encore aujourd'hui, on tire finalement les fruits de cette mise en confiance parce qu'on est devenu véritablement partenaire aussi de nos associations. On a pu les accompagner dans ce point. Et puis peut-être le dernier point, si j'ai encore une minute, le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, parce que c'est une grosse préoccupation pour nos associations qui travaillaient parfois dans des contextes de tensions sécuritaires, mais certaines d'entre elles n'avaient pas l'habitude de travailler dans ces contextes. Je vous lis le témoignage qui nous avait beaucoup frappé et puis finalement qui semble d'une autre époque maintenant. Le monde du développement a longtemps cru que l'implication des ONG au sein des communautés où elles agissent le prémunissait contre certaines menaces. Mais la montée des tensions et des irruptions des groupes islamistes armés, là on parle du Sahel, dans le paysage, a changé la donne. Et ça, pour le monde de la coopération, c'est aussi quelque chose qui est très très nouveau, parce que les associations qui travaillent exclusivement dans le domaine du développement n'ont pas forcément établi des protocoles de sécurité et se trouvent maintenant confrontées à quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Donc on a un grand travail à faire avec nos associations pour leur donner un certain nombre de clés, de savoir comment en fait intervenir, se protéger soi-même, mais aussi les partenaires terrain avec lesquels elles travaillent. Parce que cette réalité-là, pour le monde du développement, quand le monde du développement travaillait ou travaille dans des régions où il n'y a pas de conflit, c'est quelque chose qui change et qui change rapidement, qui a aussi un coût, qui nécessite un certain nombre de compétences techniques. Parfois, il faut engager des spécialistes de la sécurité. Et ça, c'est aussi un élément du nexus, finalement, qu'on doit pouvoir prendre en compte quand on n'avait pas l'habitude de travailler dans des zones de conflit. Parfait. Merci Catherine. Point très important, et d'ailleurs, nous sommes sollicités régulièrement au groupe URD sur ce point. Des ONG, donc plutôt de profil développement, qui viennent nous voir pour nous demander, on est de plus en plus confrontés à des problématiques d'urgence, et puis et comment travailler en terrain dégradé. Et effectivement, c'est un métier et ça nécessite une vraie réflexion stratégique et des changements, des mutations structurelles au niveau de l'organisation. Et c'est pas simple, c'est clair, non. Très bien. Eh bien, j'ai dû vraiment stresser tout le monde avec mon timing parce que ça a été vraiment respecté. Alors, merci infiniment déjà pour ça. Vous avez réussi à faire passer vos messages tout en respectant un timing quand même assez serré. Donc, bravo. Eh bien, du coup, nous avons le temps de prendre des questions et un temps confortable. Je garderai peut-être 1 ou 2 minutes à la fin pour quelques remarques conclusives, si vous me le permettez. Voilà. Donc, bonjour, je travaille pour Alima, donc acteur plutôt humanitaire. Et j'ai une question, c'est un peu flou, mais sur l'opérationnalisation du Nexus. Et concrètement, en RDC, est-ce qu'on peut voir ça comme un projet pilote ? Est-ce qu'il y a eu des collectes de données, par exemple, sur l'acceptabilité de cette stratégie ? Et j'ai une question sur le fait que ce soit contexte dépendant. Est-ce que c'est voué à être répliqué ou pas ? Et une dernière question, sur l'implication des pays et notamment des ministères de la Santé qui ont leur plan stratégique pluriannuel sur lesquels les acteurs normalement s'adaptent. Et voilà, je voulais votre avis là-dessus. Merci.
Alors, on prend quelques questions, il y en a déjà 3 là, et puis j'ai loupé la dernière d'ailleurs. Ah oui. Bonjour, Jérôme Schröder de MEAD, ONG humanitaire de santé. On intervient principalement en Syrie et on a pu remarquer ces dernières années, depuis 4 ou 5 ans, certains bailleurs qui utilisaient un petit peu cette excuse ou cet outil du Nexus comme une possibilité pour eux de se désengager d'une certaine manière d'obligations ou en tout cas de possibilités d'intervention humanitaire en poussant au maximum les acteurs humanitaires à faire appel à ce nexus et à utiliser davantage de développement dans un territoire et dans un contexte qui n'y est pas adapté à l'heure actuelle. Le contexte de la Syrie avec des résistances politiques qui viennent nécessairement des différents groupes qui sont présents et ce qui représente par là un risque aussi pour les organisations humanitaires, un risque à plusieurs titres. Le risque déjà de perdre la confiance de bailleurs avec des projets qui sont contre-productifs et qui coûtent parfois très cher pour des résultats qui sont inexistants ou en tout cas des objectifs qui ne sont pas atteints. Les organisations humanitaires qui peuvent aussi perdre la confiance de leurs partenaires locaux en les poussant à travailler sur du développement alors qu'ils ne sont pas équipés pour le faire et que ça peut ensuite leur porter préjudice sur une voie de développement qu'on tente d'accélérer et faire des allers-retours et les desservir plutôt que leur servir. Donc voilà, je voulais savoir si déjà les acteurs humanitaires parmi vous avaient pu voir cela aussi. J'ai vu des tests acquiescés, donc j'imagine que oui. Et si il y aurait peut-être, d'après vous, des moyens d'avoir un consensus auprès des bailleurs, parce que ce n'est pas le cas de tous. Je pense notamment par exemple aux Nations Unies qui sont un peu plus frileuses par exemple là-dessus, j'ai l'impression en tout cas en Syrie par rapport à d'autres bailleurs nationaux qui vont aussi avoir des budgets qui vont être plus contraints et sur des situations comme celle-ci tenter d'accélérer les choses comme je l'ai dit. Merci. On va peut-être répondre. On a 4 questions. Hein, alors, il y en a qui, je crois, s'adressent à toi, Emmanuel, peut-être plus particulièrement sur la RDC. Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer de répondre à tous les éléments. J'espère ne pas en oublier, sinon tu me les redis. Sur l'acceptabilité de la stratégie, non. Alors, comme je le disais, c'était un petit peu on l'a un peu fait comme... on l'a un peu fait pas à pas, en fait. On a disséminé cette stratégie dans les différents forums de coordination qui existaient. Donc, l'équipe humanitaire pays, c'est une chose. Après, ça a été l'équipe pays, justement, pour les agences des Nations Unies, le forum des ONG internationales. Dans les différents forums d'ONG nationales qui existent à travers le pays. On l'a disséminé au niveau provincial, en fait, à travers aussi les structures de coordination. Voilà, l'idée, c'était d'avancer ensemble et d'essayer de concrétiser. Donc, il n'y a pas encore eu d'études non plus pour savoir comment c'était accepté et revu. Ceci dit, l'engouement qu'il y a eu pour participer aux ateliers dans le Kasaï et dans le Tanganyika est un facteur en fait qui démontre déjà qu'il y avait une certaine volonté. Mais c'est vrai après qu'on a bénéficié d'un momentum, d'un engouement général et la difficulté étant de garder toujours la motivation. Et comme il y a un peu des hauts et des bas, quand on ne fait pas tout ça, on ne fait pas du Nexus toute la journée, c'est un petit peu compliqué de maintenir en fait ce rythme.
Répliquer ou pas, je me souviens plus ce que c'était, ça faisait référence à quoi? Réplicabilité des modèles, en fait, c'est... Enfin, là, pour le coup, je pense que tu as répondu à cette question déjà dans ta présentation, puisque tu as dit qu'il n'y a pas de recette. Je crois que ça, c'est un message qui est assez clair, c'est qu'en fait, ce qui s'applique à un contexte ne s'applique pas à un autre. Oui. Alors peut-être certaines choses, oui, mais je veux dire, on peut pas faire du calquer, du copier-coller. Non, mais on aimerait bien en tout cas pouvoir s'accorder sur la définition commune et l'approche en fait commune. Parce que comme je disais en introduction, et ça fait peut-être, je glisse un peu sur la remarque d'après, c'est que en général, on va tout de suite l'apparenter au financement, avoir des financements. Et donc, nous, on a voulu tout de suite sortir en fait de cet écueil-là. Après, l'une des difficultés, oui, c'était d'engager avec les ministères. Alors, le ministère de la Santé en particulier, on n'était pas encore là. Comme je le disais avant, les plus réceptifs, c'était quand même au niveau provincial. Donc les différents ministères et aussi au niveau des bureaux des deux gouverneurs, enfin des 3 gouverneurs qui avaient été impliqués. Là, il y avait c'était un peu plus facile. Après, c'est vrai que, comme je disais aussi, la difficulté, c'est d'aligner en fait tous ces plans qui peuvent exister. Le plan de réponse humanitaire, le plan national de développement, le plan provincial de développement, le plan de transition de la MONUSCO, le plan et le plan de vos ONG respectives à chacune d'entre vous. Et voilà. Et ça du coup, ça devient un petit peu un casse-tête. On avait essayé de faire ce travail, nous, dans les plans de réponse humanitaire, de faire des liens entre les résultats collectifs et les grands plans qui pouvaient exister pour essayer de montrer que, oui, vous voyez, il y a une logique dans tout ça, quand même, on se retrouve un petit peu. Mais c'est pas suffisant et voilà. Je te laisse pour la suite. Oui, il y avait donc une question de monsieur sur... bailleurs, voilà, qui peuvent se servir du nexus, si j'ai bien compris la question. Peut-être comme d'un prétexte, une excuse pour finalement chercher à se désengager, au fond, et sans forcément prendre en compte ou vouloir tenir compte des implications, de basculer trop rapidement à une logique de développement, enfin, qui, si j'ai bien compris, se traduirait surtout par une passation aux autorités, alors qu'elles ne sont peut-être pas en mesure de pleinement assumer. Bon, ça, je crois que ce genre de situations, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas liées particulièrement au Nexus, où on ne les voit pas, en tout cas, se manifester depuis 2016, depuis qu'on parle du Nexus. Ça, cette logique de désengagement, enfin, disons, des conséquences d'une logique de désengagement suite à une crise qui reçoit moins d'attention médiatique, qui est moins une priorité politique, fatigue des bailleurs, etc., etc. On connaît tout ça. Et qui se traduit par un moment donné, on force un peu le processus de désengagement et malheureusement, ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai vu sur les 25 dernières années dans différents contextes. Et encore récemment, au Mali, il y a eu le Covid, il y a eu déjà une situation politique compliquée dans certaines zones, augmentation de la présence de groupes radicaux armés, donc insécurité, mouvement de population, le Covid, enfin une succession de facteurs, de chocs qui ont créé une crise. Et donc, et des systèmes, notamment un système de santé, incapable de fournir un service à la hauteur des besoins. Donc, intervention humanitaire, etc. Au bout de 3 ans, on considérait que l'épidémie était passée, et puis clairement, le bailleur en avait ras-le-bol. Il voulait se désengager, il voyait bien qu'il était pris au piège, il voyait bien que, compte tenu de la situation sécuritaire, il n'allait pas attirer ses petits copains du développement, et qu'il allait se retrouver tout seul à devoir financer finalement un service de santé, alors que ce n'est pas sa vocation première. Lui, sa vocation, c'est d'intervenir lorsqu'il y a une crise ponctuelle, et de passer un cap difficile, et à un moment donné, les choses redeviennent à la normale. Donc, il a évidemment forcé pour qu'on bascule sur un système de recouvrement des coûts. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu immédiatement une détérioration du service de santé, et finalement, on voyait très bien ce qui allait se passer à 6 mois, 1 an, c'est-à-dire déjà un grand absentéisme, donc du staff médical qui allait clairement partir, ou arrêter de travailler tout simplement parce qu'en fait, leur seul salaire, c'était les per diem qu'ils recevaient de la part des ONG qui travaillaient, etc. etc. L'approvisionnement, clairement, allait se casser la gueule. Enfin bon.
Donc clairement, ça voulait dire à 6 mois, 1 an, un système de santé qui était en panne, ou en tout cas moribond, ou tout à fait dysfonctionnel, et donc des gens clairement qui n'auraient plus accès à des soins de santé dignes de ce nom. Voilà. Bon, l'État, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier aussi que l'État a ses responsabilités. Après, s'il ne les prend pas... Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, cette problématique, elle n'est pas spécifiquement liée au Nexus. Je pense qu'elle est liée aux crises, aux secteurs dans lesquels on intervient, aux réalités auxquelles on est confronté, et parfois arriver justement à connecter tous ces points ensemble et avoir justement faire ce lien et arriver à un résultat à un moment donné qui quand même tient la route une fois qu'on s'est désengagé, c'est très difficile. Non, tu ne peux pas. J'en prie. Alors moi je pense que c'est un peu lié au Nexus quand même. Ah ok, tu as décidé de me contredire. Voilà. Mais non, déjà je trouve que si certains... Enfin, il faut aussi le voir un peu comme une opportunité, hein, que les bailleurs se désengagent parfois de l'humanitaire, parce que souvent on a tendance à demander aussi beaucoup de choses aux acteurs humanitaires, et c'est comme je le disais avant, nous, on a eu beaucoup de mal à identifier qui étaient les acteurs de développement et où étaient les acteurs de développement. Et souvent, c'était un peu le cri qu'on passait, c'était « Oh oui, les acteurs de développement, êtes-vous là ?» Parce que justement, ces causes profondes, ces causes sous-jacentes, ce n'est pas les acteurs humanitaires qui vont agir dessus. Nous, on agit sur des moments de crise, pas sur les causes et les problèmes structurels. On ne va pas refaire le système de santé de tout un pays. Là, on a besoin justement de ces acteurs. Donc si les bailleurs commencent à reconnaître quand même, à un moment donné, qu'il y a des limites dans l'action humanitaire, c'est bien pour aller justement, pour encourager les acteurs de développement à venir, c'est très bien. Ceci dit, aussi dans l'approche Nexus, et ça j'ai obligé de le mentionner en introduction dans la définition qu'on avait, c'est que c'est pas... Il n'y a pas, c'est pas séquentiel, il n'y a pas l'humanitaire puis le développement en fait. Et chaque action peut se faire de manière simultanée, d'autant plus, c'est mieux d'ailleurs si on arrive à commencer des actions au moment du début d'une crise, et donc à continuer à travailler sur renforcer le système de santé pendant l'épidémie de choléra. L'un ne va pas forcément sans l'autre, et on en aura quand même besoin. Si on s'arrête parce qu'il y a une crise, il faudra de toute façon tout recommencer. Donc je pense que c'est plutôt une opportunité, c'est comme ça que je le verrai. Par rapport une petite remarque par rapport au financement en fait, des Nations Unies, que je connais un petit peu pour avoir géré le fonds humanitaire en RDC. Souvent on est aussi contraint en fait aux conditions des bailleurs eux-mêmes, donc je pense que c'est mieux d'aller s'engager auprès des bailleurs bilatéraux directement qui imposent leurs conditions justement aux Nations Unies, et donc qui après les répercutent peut-être avec un petit coefficient multiplicateur sur leurs partenaires de mise en œuvre. Voilà. Peut-être, oui, Amal. Oui, moi, je voudrais compléter sur la question du monsieur. Ah, on n'a plus le temps, c'est ça ? Ok. Non, juste de distinguer, parce que vous avez soulevé plusieurs points qui sont importants. La première, c'est le prétexte des bailleurs de se désengager, donc d'aller plus vers des actions de développement que d'humanitaire. Et sur le cas spécifique de la Syrie, moi, je répondrais à la question en deux réponses séparées. La première, c'est faire le lien avec ce que je disais par rapport à l'Irak, où on voit qu'au niveau bailleur, en tout cas, il y a eu l'enclenchement de se dire ce n'est plus une crise humanitaire, et donc on intervient maintenant sur la partie reconstruction, développement, tout simplement parce qu'il y a des échanges bilatéraux d'État à État qui ont eu un accord et qui ont conditionné l'aide bilatérale directement en Irak sur la capacité à engager cette réforme, et notamment utiliser la ressource, la richesse du pays à travers le pétrole, etc., pour l'injecter dans les politiques de développement du pays. Et du coup, il y a eu ce conditionnement. Alors, est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est juste un accord ? Toujours est-il que nous, en tant qu'ONG intervenant en Irak, quand on est confronté à la décision d'un gouvernement de dire il n'y a plus de camps de personnes déplacées parce que ce n'est plus pertinent au regard de la situation en Irak, n'empêche qu'on voit que par rapport aux besoins, on voit qu'il y a toujours des personnes déplacées, qu'il y a toujours des besoins humanitaires criants, mais que malheureusement, les mécanismes politiques et de financement ne suivent plus. Ça veut dire qu'il faut créer peut-être des ressources alternatives, peut-être en fonds propres, et c'est là où parfois on manque de moyens pour continuer notre action, mais on voit bien que le champ politique évolue, et effectivement, ça change la conditionnalité de notre opérationnalité.
Et pour le cas de la Syrie, pourquoi je le distingue? Parce que cette année, justement, on a vu une ouverture par rapport à la Syrie, donc où Première Urgence aussi internationale est présent, où on est sur la partie gouvernementale, en tout cas dans un régime sous sanction, et où là, on a vu, comme je disais, une crise dans la crise. On était sur un conflit politique, armé, et tout d'un coup, cette catastrophe naturelle en Turquie et en Syrie, elle est venue un peu rebattre les cartes. Et du coup, nous, les quelques financements qu'on avait ont pu être réadaptés pour aller vers la réponse d'urgence. Et ce qui était assez nouveau et assez inédit pour un contexte aussi compliqué que celui de la Syrie. Donc c'est pour ça que moi, je distingue vraiment votre question sur les deux aspects. Ça demande en fait à chaque fois une adaptabilité au cas par cas, et je suis assez d'accord sur le fait de la duplicabilité, elle est compliquée d'un contexte à un autre. Mais que parfois, en fait, ça demande aussi d'aller chercher peut-être d'autres ressources pour pouvoir continuer une action, qu'elle soit d'urgence ou de développement, que la partie financement institutionnel. Catherine, vous vouliez dire quelque chose? Alors, très vite, puisqu'on doit libérer la salle, en fait. Extrêmement vite. Vous dire qu'on a publié une revue sur un point de situation sur le Nexus, et notamment un point relatif aux questions de sécurité. J'ai vu dans le public, quand je parlais de sécurité sur le terrain, qu'il y avait beaucoup de yeux qui s'ouvraient. Et là, il y a toute une page qui donne un certain nombre de ressources pour savoir comment mettre en place des protocoles de sécurité sur le terrain. Donc cette brochure, elle sera à disposition gratuitement sur le stand de la fédération. Donc voilà à quoi elle ressemble, et puis vous êtes invités à venir chercher un exemplaire si ça peut vous être utile. Malheureusement, on ne peut plus prendre de questions car on doit libérer ça. Alors peut-être juste quelques mots pour conclure. D'abord, d'une part, je veux remercier nos intervenantes, ceux qui ont été brillantes et passionnantes, et dont les contenus ont été très riches. Il y a eu énormément de choses. Alors j'espère que ça va, c'était pas trop indigeste quand même. C'était très riche comme session et assez courte. Peut-être pour finir, juste je voudrais souligner quelques mots en fait qui sont ressortis. Alors on a parlé de complexité, de défis. On a dit aussi des choses très positives. Je crois que la volonté de travailler ensemble, la notion de confiance, justement, peut-être pas définir des cadres trop rigides. Ça, c'est plutôt un message adressé aux bailleurs, d'ailleurs. Pas imposer des cadres trop rigides où le moindre détail est déjà prédéfini à l'avance, avec le temps que ça prend pour arriver à ce résultat. Et toute l'évolution de la situation pendant ce temps qu'on passe à définir un cadre. Bien souvent, lorsque le cadre est prêt, la situation a évolué, et finalement on passe son temps à courir après un ballon qu'on n'attrape jamais. Et donc définir un cadre très vaste et faire confiance aux acteurs de terrain, à faire les bons choix. Ça déjà, c'est un vrai changement de paradigme. Si vous réfléchissez finalement au secteur de l'aide sur les 25 dernières années, c'est plus rigidifié, bureaucratisé aussi, parce qu'on demande plus de transparence, plus de redevabilité. Et finalement, on fonctionne plus sur une logique de méfiance qu'une logique de confiance. Donc basculer sur un mode où on définit un cadre assez large et on fait confiance aux acteurs de terrain, on leur redonne la responsabilité. Déjà, on les responsabilise, on les mobilise, on les motive. Parce que là, ils ont un vrai rôle à jouer, ils le sentent et ils se l'approprient. Appropriation. Donc déjà, la confiance a plein d'effets bénéfiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avancer et qu'il faut pousser davantage. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée de pas de recette. Je crois que c'est très important en fait. Il faut garder aussi à l'esprit quand on intervient avec une logique Nexus, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, faire preuve de bon sens, se poser les bonnes questions. Pas essayer d'appliquer des recettes qui ont marché dans tel et tel pays où on est passé. Non, c'est un peu repartir à neuf, s'appuyer sur son expérience, faire confiance à ça, s'asseoir autour d'une table et écouter aussi ce que les autres ont à dire, quand bien même ils viennent d'autres milieux, d'autres cultures. Je donnais l'exemple du Nexo tout à l'heure au Burkina Faso. Et Dieu sait, c'était difficile, un acteur institutionnel avec une culture très spécifique, le fournisseur d'eau du pays, un acteur de développement qui n'est pas du tout habitué au contexte de sécurité, d'insécurité, on en parlait tout à l'heure. Puis un acteur, un urgentiste qui, au contraire, lui, veut que les choses avancent, ça aille très vite. Et tout ce petit monde, à un moment donné, ils se sont assis et ils avaient beaucoup de mal à se comprendre. Ils ont mis leur ego de côté, ils sont écoutés. Et ils ont appris à travailler ensemble. Finalement, et je vais finir par ces mots, c'est peut-être que plus que le savoir-faire, la méthodologie, les techniques, parce qu'on les maîtrise, les défis, on les a déjà rencontrés 1000 fois. On a mis en place des solutions, on a été capable de trouver des solutions tout à fait pérennes et efficaces.
peut-être que plus que le savoir-faire et la maîtrise technique, c'est peut-être un état d'esprit déjà qu'il faudrait commencer à avoir, un savoir-être, c'est-à-dire déjà accepter de travailler ensemble, de dépasser nos différences. Et c'est peut-être ça, au cœur du Nexus, il y a peut-être aussi ça, cette notion-là. Et plus je suis interrogé par des acteurs qui me demandent comment on fait, plus souvent je leur dis, il suffit que vous décidiez de vouloir le faire et de vous asseoir autour d'une table avec les gens prêts à le faire aussi, et puis vous verrez, il y aura des solutions. Voilà. Merci pour votre attention.